Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Sécu avec deux entreprises qui vont nous accompagner. Aujourd'hui, on va avoir une thématique un peu centrale, mais vous allez voir, on va découvrir beaucoup de choses. La thématique centrale, ça sera l'innovation, agilité, adaptabilité dans le milieu de la sécurité, dans le milieu de la sûreté. C'est ce qu'on va développer avec nos deux invités, les deux entreprises. De toute manière, la première, société Caudra, représentée par son président, Eric Audoux. Eric, bienvenue. Merci. Très heureux d'abord d'être présent sur ce plateau de Top Sécu. Juste un petit mot, la société Caudra, elle n'a pas été créée hier, c'était en 1986 et pas par vous directement. Non, elle a été créée en 86, en l'occurrence par mon père. Et on est deux frères à avoir repris il y a 11 ans maintenant. Et on est spécialisé en informatique industrielle et en édition de produits logiciels adaptés à la sûreté et sécurité. Alors justement, on va y revenir. Quand je vous ai parlé d'agilité, adaptabilité, vous commencez à mieux comprendre. Autre société qui sera avec nous, alors n'est pas avec nous en manière présentielle, comme on dit depuis le fameux Covid, mais en distanciel, du côté du Portugal, plus précisément de Lisbonne. Il y a pire, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent. Heureux d'accueillir le dirigeant fondateur de Crypto Enquête, Michael Prisva. Michael, bienvenue. Merci de m'accueillir. Tout d'abord, le nom de famille, c'est bon? Je l'ai bien prononcé? C'est parfait. Crypto Enquête, même question que pour Eric, Michael. En quelques mots, c'est quoi d'abord? Parce que l'historique est beaucoup moins grand, ça a été lancé en novembre 2023. Exactement. Même si la motivation vient de plus longtemps en arrière. Donc Crypto Enquête, c'est un service d'investigation sur la blockchain qui sert deux types de clientèle. Que sont d'un côté les sociétés qui cherchent à faire de la due diligence sur des fonds qui viennent pour des investissements, et de l'autre, assister des victimes d'escroquerie via la blockchain. Ok, donc on a, là on le comprend, on commence un peu à le percevoir, une société qui va être sur ce domaine-là à la fois en accompagnement pour l'après, mais aussi en amont. C'est d'ailleurs aussi, si on revient à Caudra, alors on a compris qu'il y avait eu un socle de départ qui avait été créé, puis après, parce que l'intelligence a voulu aussi de pouvoir s'orienter, développer des systèmes, dont un notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Panorama. Est-ce que ça a le même sens que sa signification étymologique, c'est-à-dire à 360 degrés? Tout à fait. Donc l'objectif de Panorama, finalement, c'est sur des installations techniques, ça va être d'agréger des données, finalement, et puis pouvoir renvoyer des commandes sur les différents équipements qu'on peut piloter. Donc dans le domaine de la sûreté, on va agréger des données de flux vidéo, de contrôle d'accès, d'intrusion, d'incendie, pour avoir un cockpit et donc un panorama d'une installation qui peut être mono ou multisite. Et c'est aussi, alors quand on vous écoute, on vous entend comme ça, on parle aussi d'hyperviseur. Oui. Si on devait le... Définir l'hyperviseur. Ouais. Il y a autant de définitions que de personnes. L'hypervision, l'idée, c'est de pouvoir piloter à distance. C'est avoir une vue à distance d'installation. Dans le domaine de la sûreté, historiquement, il y avait une personne dans chaque bâtiment qui faisait le PC sécurité. Maintenant, c'est regroupé dans des PC sécurité un peu centralisés. Et pour des gens comme des banques qui ont un patrimoine immobilier qui est quand même très très important, on va être capable d'agréger des données de dizaines ou centaines de sites différents à un seul endroit. Et donc de faciliter quelque part la prise de décision quand il y a, soit en préventif ou soit en réactif quand il y a un incident qui se produit. Prise de décision, capacité d'analyser, panorama. Il y a aussi, parce que c'est important de le préciser, une certification. Tout à fait. Ça c'est côté cyber. Côté cyber, il y a, on va dire, l'État français a défini un cadre de cohérence. Donc c'est l'ANSSI qui définit ce cadre de cohérence pour les hyperviseurs. Et on a fait certifier et qualifier nos produits par l'ANSSI. La particularité, c'est quelque part, on ne se sentait pas à même de définir un cadre. Donc le cadre est défini par l'État. Et nous, on s'y conforme et c'est pen-testé, en l'occurrence, par l'ANSSI.
Et dans un contexte européen, quelque part, vous avez dû entendre parler de Nice 2. Oui. Notre produit, globalement, répond aux exigences de Nice 2. Ok, donc là, vous voyez qu'on a, en tous les cas, la société Codra, mais à disposition, d'ailleurs, on affichera le site internet pour que vous puissiez aller trouver éventuellement les informations manquantes, mais surtout les prises de contact. On a là un système en tous les cas qui peut correspondre à un besoin. Aujourd'hui, les secteurs d'activité adressés, on parle de l'énergie, du bâtiment, des transports, enfin c'est finalement très large, ça vous concerne tous. Hein. C'est multi-secteur. Le pitch visuel, c'est de dire qu'on va de la supervision d'une station d'épuration à celle d'une centrale nucléaire. Après, il se trouve qu'on a verticalisé dans le domaine de la sûreté. À la base, on n'a pas eu l'idée seule, c'est nos clients, en l'occurrence, qui nous ont poussé, vu quelque part l'ouverture qu'avaient nos produits et la capacité à agréger et à commander des systèmes. Donc c'est venu comme ça, et donc on a verticalisé aussi bien techniquement. Dans le domaine de la sûreté, il y a certaines fonctions bien métiers et beaucoup de connecteurs vers des équipements divers qui sont différents de ceux du monde industriel. Mais on l'a verticalisé aussi tout bêtement d'un point de vue marketing pour se faire connaître sur ces activités-là. D'un point de vue commercial, où on a décliné une équipe dédiée pour parler à des responsables de la sûreté, dont le discours est un peu différent dans le domaine de l'énergie. Puis on a décliné aussi des offres plus OEM, parce que c'est bien adapté dans nos métiers à ce type de domaine. Ce qui veut dire que là encore, c'est l'adaptabilité, l'agilité, savoir parler, répondre à un secteur d'activité, en l'occurrence sûreté, sécurité. Michael, du côté de Crypto Enquête, alors on le dit, ça a été lancé en novembre 2023. Pareil, on va vous afficher le site internet pour que vous puissiez aller voir. Juste, Michael, là aussi, il y a aussi une certification de votre côté par rapport à ce que vous proposez. Alors, il y a différentes certifications. C'est des certifications qui ne sont pas forcément de la société, mais qui sont les miennes, qui sont liées à l'anti-blanchiment, donc à la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, ainsi que des certifications qui sont typiquement liées à la capacité opérationnelle de faire du suivi de transactions sur la blockchain, dans le sens où il y a un nombre important aujourd'hui de sociétés, d'organisations qui proposent ce type de service, mais qui au final l'outsourcent. Nous le faisons en interne pour la majorité du process. Quand j'entends majorité du process, cela veut dire quand on n'a pas besoin d'expertise extérieure, parce qu'on ne peut pas tout savoir, qui nous permet de faire aboutir une enquête ou au moins d'obtenir un renseignement supplémentaire. Alors, on a vu tout à l'heure avec la société Codra et Eric Audou, son président, toute la genèse, l'évolution, l'avancée, le travail pour arriver donc à ce système Panorama, comme son nom l'indique, 360 degrés. Du côté de Crypto Enquête, ça démarre peut-être, je crois, comme ça, du côté de Chine, 2008, des voyages d'une autre vie presque à un moment donné, où vous mesurez la nécessité d'aller ou de basculer aussi sur cet univers-là? Alors tout à fait, j'ai commencé par, à la base, j'ai fait des études d'économie et de gestion, donc je n'étais pas forcément lié au domaine de la sécurité. Et j'ai été vraiment en Chine pour d'autres raisons, et les opportunités ont voulu que je crée un service d'assistance à la création de sociétés. C'était un peu au moment de la ruée vers l'or, ruée vers la Chine. Et il était évident qu'il faille faire attention à qui la société que j'avais créée à l'époque doivent servir. Donc il a fallu faire beaucoup de travaux de due diligence, d'où mon insertion dans ce milieu de la sécurité financière pour ne pas forcément, pour lutter contre l'utilisation des sociétés que l'on crée dans des schémas de blanchiment d'argent. Et c'est dans ce cadre aussi qu'un client de cette société a commencé à échanger avec moi sur les questions de tech et de blockchain. J'étais déjà intéressé par cela depuis 2013. Grâce à ces échanges qui ont duré des mois... C'est le domaine de l'art qui a été beaucoup un des premiers à s'y plonger. Alors, pour ce qui est des NFT, tout à fait. Cette personne faisait de la certification de documents et en effet avait
était en train de créer une marketplace, donc une place de marché de crypto, enfin d'art sur support crypto, donc on appelle NFT. Et donc pour cela, donc je faisais aussi la due diligence, la gestion des risques, et j'ai eu le plaisir aussi d'aller dans différentes écoles d'art pour présenter l'utilisation de l'utilité de la blockchain pour ce qui est de promouvoir et de vendre des créations artistiques. Et c'est à ce stade que j'ai été contacté par une amie qui avait été escroquée de quelques bitcoins pour ce qu'on appelle des escroqueries à la romance, enfin via ce que l'on appelle des escroqueries à la romance. Et donc, il m'a posé la question de savoir s'il était possible de retrouver les personnes derrière cette escroquerie. Et donc, ça a été le, le déclic qui a fait que je me suis dit qu'il y avait là un vrai besoin et j'avais une envie d'être utile tout en utilisant mes différentes expériences. Et ainsi, Crypto Enquête est né. Alors donc on voit bien que les univers de la sécurité, de la sûreté se trouvent vraiment sur plusieurs plans. Si on revient, Eric, avec vous, avec la société Codra, je voudrais qu'on revienne, on l'avait évoqué tout à l'heure, l'hyperviseur. Oui. Si on est de manière très concrète pour celles et ceux qui nous regardent, ok, je suis intéressé, j'ai un bâtiment. Aujourd'hui, il fait, allez, on va dire 4 étages, que je sécurise avec des systèmes, plusieurs caméras, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Concrètement, en fait, comment ça se passe entre le moment de contact chez vous et l'atterrissage? Alors déjà, faut se souvenir qu'on est, nous, on est éditeur, donc on édite une plateforme et en fait, on a un réseau de 300 sociétés partenaires qui sont à même de le paramétrer, de l'installer. Et outre le fait de configurer la solution d'hypervision, on va être aussi capable de vous faire tirer les câbles, poser les caméras, chose qu'on fait absolument pas. Donc après, sur un immeuble comme celui dans lequel on est, c'est assez simple parce qu'il y a généralement peu de marques différentes. Donc ça s'installe en quelques semaines, ça peut être installé. Après, on compte beaucoup en termes de nombre d'équipements. Oui. Donc on peut commencer à quelques dizaines d'équipements. Après, ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers. Et quand il y en a plusieurs dizaines de milliers, ça met quand même beaucoup plus de temps. Essentiellement pour des problématiques d'urbanisme et de référencement en fait, de ces éléments. Aujourd'hui, donc là, on a parlé un peu du système, d'accord. La formation, comment ça se passe? La formation, il y a des formations sur étagère, donc on forme aujourd'hui un peu plus de 600 personnes par an. Plus de 600 personnes par an. Et on le fait, en l'occurrence, soit dans nos bureaux, donc en France, en Angleterre ou en Belgique, soit ou en Afrique en l'occurrence, ou sinon on le fait en distanciel. Teams, le Covid nous a aidés sur ça parce qu'il y a quelques années, ça aurait été strictement inenvisageable par nos clients. J'allais dire, parce que ça me venait comme ça, mais le terrain de jeu. Allez, on va aller dire les terrains à sécuriser, c'est pas que en France. Codra, c'est à l'international. Tout à fait. Après, aujourd'hui, c'est encore la France. On fait pour mémoire 25 millions de chiffre d'affaires. On en fait 85% encore en France et on s'est gréé donc une quinzaine de pourcents à l'export. On s'est gréé avec une structure dédiée il y a 3 ans. On a globalement doublé de taille à l'export en 3 ans. Donc on le fait soit en direct sur les pays que j'ai mentionnés, Belgique, Angleterre et Afrique. Après, plus loin, on le fait via des distributeurs qui ont en charge de faire la vente du logiciel et puis d'assurer le support de premier niveau. Parce que, outre le fait de vendre un produit, sans support et sans être capable de débrouiller quand il y a un problème sur le terrain, ça peut pas marcher. Et donc on a ouvert dans les pays proches, Espagne et Portugal, mais ça c'est assez facile, la preuve. On est en visio aujourd'hui avec le Portugal. On a ouvert dans les pays plus lointains, l'Inde et la Chine. En l'occurrence, où de toute façon il faut être local, parler la langue locale, et ça, en l'occurrence, on n'a pas vocation à parler toutes les langues du monde. On ne peut pas basculer en chinois, là, par exemple? Ça va être pour moi très compliqué. Pour moi, ça va être impossible, donc on ne pourra pas le faire. Peut-être que Michael va nous aider. Michael pourra peut-être le faire en basculant en chinois ou pas, Michael?
Ah oui, quand même. Merde, mauvaise pioche, j'en sais loupé. Non, on va rester en français. Michael, question. Crypto Enquête a vocation aussi d'aller sur les terrains de jeu, je reprends mon expression de tout à l'heure, à l'international. Alors, c'est pas parce que vous êtes à Lisbonne que forcément c'est fait pour l'international, mais oui, ça a vocation ou pas? De par nature, on a vocation à échanger tous les jours avec des experts, des partenaires à l'international. Et même si au début, on a fait le choix d'être sur le marché, sur le terrain français, nous avons quelques sollicitations par semaine d'autres territoires. Donc au final, le besoin est tellement grand que beaucoup d'organismes ou de personnes vont chercher des solutions à leurs problèmes et ils nous trouvent sur Internet. Donc de par la nature des sollicitations, on est déjà à l'international. Alors, un peu même question. Oui, allez-y. Après, quand je parlais de formation tout à l'heure, ma formation a dû venir aussi de l'international. Parce que j'ai dû, à l'époque, il n'existait pas de formation accessible aux personnes qui ne sont pas agents de l'État ou employés des bourses aux crypto-monnaies qui permettent de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc j'ai dû la chercher au Canada. Donc de par nature, quoi qu'il arrive, il fallait être international pour pouvoir exister. Alors, un peu même question que je posais tout à l'heure à Eric. Allez, on va prendre mon exemple. Je veux me lancer dans la crypto-monnaie. On me propose des choses. Qu'est-ce que Crypto Enquête va m'apporter en termes de sûreté, sécurité? Alors, pour vous lancer, honnêtement, ça dépend si on parle d'investissement, ça dépend si on parle de lancer un projet d'application, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on commence, disons on commence avec d'ailleurs cet organisme de formation au Canada à fournir donc des formations. On les fait d'abord en anglais et on va commencer à les fournir sur le marché français pour apprendre ce qu'est la blockchain, quels sont les risques, pour ainsi pouvoir travailler dans ce domaine ou simplement éventuellement pouvoir investir en connaissance de cause. Donc on est dans ce sens-là et on est donc aussi pour cela dans la prévention. Après, oui, nous sommes sollicités beaucoup par des gens qui ont déjà utilisé la crypto-monnaie ou qui croient avoir utilisé la crypto-monnaie et qui se sont fait escroquer. Et dans ce cas-là, ceux-ci viennent nous voir aussi après coup. Ouais, venir après coup, bon, on le sait tous malheureusement, oui, c'est pour essayer de limiter les dégâts. Justement, si on revient, et là, c'est un peu le lien et parallèle et le pont qu'il y a entre vos deux sociétés, même si voilà, vous n'êtes pas dans les mêmes univers, mais avec Panorama, avec ce que vous nous avez expliqué, Eric, l'hyperviseur, c'est pas que après, c'est d'abord travailler en amont pour sécuriser, c'est travailler pendant pour limiter lorsqu'il y a intrusion ou autre, et puis travailler en aval pour essayer de comprendre. Tout à fait. En amont, il y a plusieurs travaux qui peuvent être faits avec nos systèmes. C'est déjà, nos systèmes permettent d'identifier les zones de couverture. Et donc, par essence, les zones qui sont pas couvertes, ça permet aussi de remonter des signaux qu'on va appeler des signaux faibles. En fait, ça sert essentiellement à un hyperviseur, c'est aussi un système d'aide à l'exploitation. Au final, ça va permettre, il y a tellement de données à un moment donné qui arrivent, qu'il faut être capable de les traiter, de les synthétiser. Parce qu'il y a au final, même si vous avez des fois des milliers de caméras, plein de systèmes différents, en fait, vous avez qu'un bonhomme qui va être derrière dans un PC sécurité et à qui il faut prémâcher le travail, prémâcher la réaction. Et donc, nos systèmes, en l'occurrence, permettent d'avoir des sortes de fiches réflexes pour prendre la bonne, déjà analyser, et puis après pour prendre la bonne décision. Et après, a posteriori, au final, comme on enregistre tout, globalement, ça permet en fait de dépioter qu'est-ce qui s'est passé, et donc dans le but de pouvoir améliorer, parce que la sécurité électronique, qui est celle qu'on propose, quelque part vient en complément d'une sécurité physique. Et quand il y a des trous, quand il y a des incidents, la réponse, elle n'est pas que électronique, et il faut de l'humain. Et c'est finalement
particulièrement post-Covid, c'est quelque chose qui est revenu. Parce qu'on a beaucoup pensé à l'aspect purement électronique, on agrège tout, en oubliant que quand il y a un incident, il faut du monde pour agir. Donc après, nos systèmes servent au final derrière à coordonner les actions. Et c'est ce qui fait leur force. Alors, on a compris dans vos propos qu'il y avait la coordination, vous avez terminé par ça, la capacité de traiter des dizaines de milliers d'informations qui pouvaient arriver. Pour les DSI là, qui pourraient nous regarder, il y a aussi, il faut les rassurer sur le fait que c'est complètement adaptable. C'est pour ça que je parlais d'adaptabilité, d'agilité tout à l'heure. C'est que le système s'adapte. Historiquement, c'est des systèmes qui étaient sur des réseaux totalement séparés, vraiment fermés. Maintenant, il y a une convergence vulgairement qu'on appelle IT-OT. Et dans les choses, en l'occurrence sur lesquelles nous ont fait progresser l'ANSSI, dont on parlait tout à l'heure, ça a été de permettre à ce que nos systèmes s'installent dans un environnement informatique complètement standard d'une DSI. Et ça fait partie d'une part importante des développements qu'on a eu à réaliser sur les dernières années. Donc globalement, ça s'installe sur des serveurs normaux, avec des flux normaux. On élague au maximum tout ce qui était un peu spécifique à nos métiers pour que, quelque part, une DSI arrive à l'administrer de la même manière qu'elle administrerait un ERP dont elle a, ou un système de gestion. Après, la particularité de nos systèmes, c'est qu'il faut qu'ils tournent en 7/7, 24/24, il n'y a pas d'interruption. Si vous avez une interruption, globalement, sur un établissement accueillant du public, en fait, vous ne pouvez pas accueillir du public. Et si vous interrompez alors qu'il y a un incident, c'est problématique. Donc après, dans nos systèmes, on gère la redondance à chaud, la répartition de charges, enfin des choses comme ça qui font que c'est des systèmes qui tournent en 7/7, 24/24, sans souci. Système qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, vous allez me dire, pour des systèmes de sûreté ou sécurité, oui, c'est mieux. Ça aide. Ça aide, ça permet quand même d'être véritablement dans la sécurisation. Michael, du côté de Crypto Enquête, sur les aspects, là, si on fait un peu un parallèle, un effet miroir, de quoi on a besoin chez Crypto Enquête en termes, j'allais dire, humains ou techniques pour pouvoir consolider ou travailler avec le client ? Alors, on a vraiment une alliance, un couple entre l'intelligence artificielle et l'humain, dans le sens où tous les outils que nous utilisons aujourd'hui pour faire du suivi de transactions sont des outils qui sont dotés, disons, au moins d'algorithmes intelligents, si ce n'est d'intelligence artificielle. Mais ce sont des algorithmes qui ne peuvent pas travailler seuls. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à un renseignement utile avec celui-ci, ça peut être actionnable. Il faudra une analyse de l'humain, une contextualité et une mise au format utile pour que le rapport qui est fourni corresponde à l'usage recherché par le client. Donc au final, il y a une vraie complémentarité entre l'outil informatique, quel qu'il soit, l'intelligence artificielle et l'humain. Complémentarité, ça revient un peu aussi avec ce que disait Eric, le président de la société Codra, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect intelligence artificielle utilisé chez Crypto Enquête, mais enfin l'humain est aussi là et à sa place entièrement. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Au final, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme quelque chose comme une menace, mais au final, le fait de travailler de concert permet d'aboutir à des résultats qui sont plus rapides et qui permettent de servir nos utilisateurs de manière plus productive et donc peut-être d'être moins cher pour des contextes, par exemple dans le contexte de victime, où il est important d'avoir une certaine éthique. Ce n'est pas un client comme un autre. Et donc, à ce titre, de facturer ce qui doit être facturé. Et donc, c'est une mission pour nous d'être les plus productifs possibles afin de pouvoir d'avoir un rapport qualité-prix le plus intéressant pour nos utilisateurs.
Intéressant aussi cette vision-là par rapport à ce sujet dont on entend énormément parler, bien évidemment, les crypto-monnaies, tout ce qui peut en découler. L'évolution maintenant, si on se projette un peu en vision vers demain pour Codera autour du développement. Alors aujourd'hui, on rappelle, c'est 25 millions d'euros, 170 salariés, c'est 10% de croissance organique. Tout à fait. La vision, perspective? La vision, il y en a deux, on va dire. D'un point de vue développement, on a mis en place la cible au global, c'est au final faire plus de projets et dans des domaines différents. Le corollaire sera une augmentation du chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on vise, c'est globalement c'est 50%, doubler dans les 10 prochaines années. Donc d'un point de vue, ça passera par beaucoup plus d'exports. Enfin, voilà, on a mis en place une orga, ça marche bien, mais ça peut toujours être mieux. Mais ça passe aussi par une évolution de nos offres. Enfin, le côté SaaS aujourd'hui existe sur une partie de nos solutions. Dans 2 ans, ça sera sur la totalité du scope. Parce qu'on se rend compte que globalement, nos clients ont de moins en moins de moyens sur les aspects DSI ou autres, et ils ont tendance à tout vouloir passer en cloud, y compris sur des fonctions comme la sûreté, où il y a encore quelques années, c'était considéré comme un bien propre à garder quelque part à la maison. Ça passe aussi par une simplification de nos systèmes et une verticalisation à outrance. C'est avoir quelque chose où globalement on ouvre la boîte, on lance, ça se configure, et puis il y a globalement on diminue le temps entre l'installation et la mise en service. C'est des choses qu'on arrive très très bien à faire sur des petits systèmes. Sur des systèmes plus gros, il y a encore du travail. Et voilà, ça fait partie des axes d'amélioration et qui feront qu'on prendra des parts de marché à nos concurrents. Ce que j'aime dans votre descriptif, c'est que vous parlez de la verticalisation, mais comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui sera vertueux pour demain. La verticalisation, on a souvent tendance, quand on pense vertical, c'est très décisionnaire. Ça part d'en haut et ensuite on redescend et vous exécutez. Donc là, c'est pensé chez Codera de manière différente, c'est-à-dire plus en service du besoin ou du client. Tout à fait. Ben, en fait, ça tire aussi, ça vient aussi de où on vient. Nous, à la base, comme je disais, on va de la supervision d'une station d'épuration à une centrale nucléaire. C'est très très varié et quelque part, ça nécessitait un paramétrage pour s'adapter. Après, sur des métiers très verticalisés comme le sont la sûreté, un hyperviseur sûreté, ça a des fonctions, ça se définit, c'est pas normé, mais il y a même certains domaines où c'est normé. En fait, il faut appliquer une règle et quelque part la mettre à dispo, proposer quelque part le cas d'usage qui est commun, et nos produits permettent de configurer les fonctions qui pourraient manquer pour un cas d'application particulier. Mais c'était il y a encore 5 ans, c'était presque un gros mot chez nous, la verticalisation, mais on s'est rendu compte qu'il fallait le faire globalement pour faciliter le boulot de nos clients, parce que à la fin, globalement, et c'est la même chose pour Miguel, on a des clients qui ont un besoin, c'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de leur proposer la solution ou les solutions dont ils ont besoin, et pour avoir un minimum de temps entre le moment où ils prennent la décision et le moment où ils mettent le système en place, quoi. C'était un gros mot il y a quelque temps, MAUX est devenu un bon mot, MOTS, maintenant la verticalisation. Michael, du côté de Crypto Enquête, pareil, il y a une forme d'adaptabilité là-dessus, sur la manière de pouvoir traiter, fonctionner avec le ou les clients. C'est souvent quand on échange avec les personnes que l'on rencontre, que cela soit des personnes du milieu ou des clients, qu'on va comprendre qu'il y a un besoin auquel on n'avait pas pensé initialement. C'était le cas, par exemple, pour ce qui est on a parlé tout à l'heure de gérer le process en aval ou en amont. Et ce process en aval qui est le suivi qui permet de définir l'origine des fonds, donc pour éviter tout ce qui est donc un processus de due diligence, c'est quelque chose qui nous a été qui a été évoqué par un assureur dans une réunion. Et qui a commencé à échanger avec moi sur ce sujet en me disant que ça pouvait être un vrai besoin pour eux. Et donc c'est comme cela qu'on a commencé
à proposer ce type de service est venu des personnes que l'on rencontre dans le cadre d'activités, d'événements professionnels. Donc il faut être clairement tout le temps à l'affût, dans un mode d'échange ouvert et curieux pour être agile tout en gardant à l'esprit la mission de l'entreprise. Garder à l'esprit la mission de l'entreprise, c'est aussi ça et c'est l'objet aussi de Top Sécu. C'est pour ça que cette émission existe, pour vous permettre de découvrir des entreprises qui ont des solutions à vous proposer. On touche à sa fin. Eric Audoux, le président de Codra, j'ai dernière petite question. Avant, on va afficher le site internet pour que vous puissiez, vous toutes et tous, bien aller vous balader, surfer, comme disent les jeunes maintenant, sur le site, y trouver les informations et surtout les contacts pour pouvoir derrière pouvoir creuser éventuellement les possibilités. On a parlé de panorama, on a parlé d'hyperviseur, on a parlé de 360 degrés, on a parlé à un moment donné d'adaptabilité, d'agilité. De quoi on n'aurait pas parlé? Du service client. Du service client, mais vous en avez parlé un petit peu, mais effectivement, il est important. Et quand on parlait d'export, c'est pourquoi on fait l'export? Parce qu'on peut se dire, globalement, ça peut être vu comme des emmerdes, pour être clair. L'export, le fait d'y aller, pour nous, c'est un service client. On a des clients qui nous font confiance, mais qui souhaitent qu'on les suive. Et c'est valable, en l'occurrence, dans le domaine de la sûreté, mais aussi dans les autres domaines. Et quand ils nous choisissent en France ou en Europe, ils veulent que quand ils ont un problème qui se trouve au Qatar, en Chine, en fait, qu'on puisse y répondre et qu'on ait et qu'ils aient quelque part le même niveau de service. Donc c'est aussi le pourquoi de l'aspect export, et ça se retrouve aussi dans nos produits. Enfin, quand quelqu'un utilise historiquement nos logiciels, plutôt sur de la partie efficacité énergétique, qui est aussi un domaine qu'on adresse, il veut aussi une solution par la partie sûreté, et à la base c'est nos clients qui nous ont ramenés là-dessus pour quelque part qu'ils aient le même type de solution. Leurs équipes sont formées, ils ont confiance, ça se passe bien. En l'occurrence, ils nous demandent d'innover, en l'occurrence pour être capable de répondre à leurs enjeux. Et l'aspect, juste pour finir, l'aspect cloud, c'est la même logique. Leur enjeu, c'est que ils doivent faire plus avec moins de personnes, moins de moyens. C'est leur faciliter le boulot, tout en ayant le même niveau de service que ce qu'ils ont quand c'est chez eux. Vous aurez compris qu'avec Codra, c'est un peu comme au restaurant. Ils vont vous proposer un menu où vous aurez l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. C'est tout compris. Ce ne sera pas l'un ou l'autre. Vous savez, parfois, c'est entrée, plat ou dessert. Là, vous aurez la globalité. C'est ça. C'est notre job, en tout cas. Tout vous sera proposé. Michael, un dernier mot avec Crypto Enquête. Là encore, on va remettre le site internet pour que les gens puissent aller voir un petit peu. Juste, Michael, la société, forcément, elle a été lancée en novembre 2023, donc le recul sera beaucoup moins loin que ce que peut faire Eric, qui est une société depuis 1986. Mais néanmoins, il y a des visions, des perspectives. L'export en fait partie aussi, travailler sur l'international et avec l'international. Travailler avec l'international, c'est quelque chose qui est un vrai projet. Comme dit précédemment, on lance aussi une solution de formation qui vient de l'international, qu'on va essayer d'implanter en France. Il est clair qu'une fois que Crypto Enquête sera pleinement dans son écosystème en France et aura sollicité et rencontré tous les acteurs publics et privés qui lui permettent d'être efficace, nous avons vocation aussi d'aller à l'international, parce que malheureusement c'est un problème, en particulier tout ce qui est l'escroquerie et tout ce qui est ransomware, etc. C'est quelque chose qui n'a pas de frontières. Donc évidemment, nous n'aurons pas de frontières non plus. Dernier mot, Michael, et après je terminerai avec Eric. Si vous deviez résumer Crypto Enquête, un mot, une phrase, un dicton, une expression.
Un dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour ça que nous allons vers la formation pour prévenir, mais nous sommes là si éventuellement nous pouvons contribuer à la guérison. Si vous êtes déjà un petit peu malade, vous pouvez néanmoins guérir, mais le mieux, vous l'avez compris, c'est d'aller voir Crypto Enquête avant, comme ça vous éviterez de devoir vous guérir. On termine, Eric Odo, avec vous. Pareil, un mot, une expression, un dicton, une vision, quelque chose? Alors le dicton qu'on a depuis quelques années, c'est au final faire des systèmes utiles et utiles au quotidien. On était des gens qui s'épanouissaient, qui des fois noyaient un peu dans l'aspect technique en oubliant quelle était l'utilité pour nos clients. On a pris ce dicton, en l'occurrence principalement à l'intérieur de l'entreprise, pour rappeler à tout le monde que sur ces systèmes-là, au final, il faut répondre aux besoins du client, être à même de le supporter. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire au jour le jour. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Eric Odo, le président de la société Codra. Merci infiniment. Michael Prisva de la société Crypto Enquête, dirigeant fondateur, qui était avec nous en direct depuis Lisbonne. On se retrouve prochainement pour un autre Top Sécu avec d'autres découvertes. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. N'oubliez pas, éteignez par moment vos GSM. Regardez par la fenêtre. Vous verrez, la vie est belle.